fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence, disait Montaigne. Il poursuit ensuite, j'en trouve l'usage plus doux que d'aucune autre action de notre vie. Si je confère avec une âme forte et un rude shooter, il me presse les flancs, me pique à gauche et à dextre, ses imaginations élancent les miennes. La jalousie, la gloire, la contention me poussent et rehaussent au-dessus de moi-même. Et l'unisson est qualité du tout ennuyeuse en la conférence. Voici donc les mots choisis par Montaigne, dans son ouvrage Essai au chapitre 8, intitulé L'art de conférer. Je dois dire que ces mots trouvent en nous une certaine résonance, et j'espère que chez vous aussi. Ici, au sein de l'association des rencontres de Sciences Po Saint-Germain, nous croyons profondément aux vertus du dialogue, de l'échange, et à la périlleuse mais nécessaire divergence d'opinion. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour s'élever, il n'y a pas d'âge pour comprendre. À travers des mots très bien choisis, Maurice Merleau-Ponty louait d'une fort belle manière les vertus du dialogue comme outil de transcendance mutuelle de la pensée. Pour lui, et je vais le citer, dans un dialogue, nous sommes l'un pour l'autre collaborateurs dans une réciprocité parfaite. Nos perspectives glissent l'une dans l'autre, nous coexistons à travers un même monde. Dans le dialogue présent, je suis libéré de moi-même. Les pensées d'autrui sont bien des pensées siennes, ce n'est pas moi qui les forme, bien que je les saisisse aussitôt nez ou que je les devance. Et même, l'objection que me fait l'interlocuteur m'arrache des pensées que je ne savais pas posséder, de sorte que si je lui prête des pensées, il me fait penser en retour. Maurice Merleau-Ponty nous fait comprendre ici qu'il ne faut pas fuir l'objection, l'opposition d'idées, au contraire. Il faut chercher à l'appréhender, car la confrontation n'est rien d'autre qu'un moyen de s'élever en apprenant des pensées de chacun pour faire de nous des individus à la pensée plus profonde. C'est dans cette dynamique, dans cet esprit, que nous cherchons à inscrire notre action, nos conférences, avec l'association des rencontres de Sciences Po Saint-Germain. Nous cherchons le pluralisme, le débat, pour que chacun parvienne à questionner ses convictions, même les plus fortes, et puisse ressortir élevé et enrichi de nos différents événements. Mesdames et messieurs, étudiants ou actifs, curieux ou convaincus, jeunes ou moins jeunes, c'est un véritable honneur de me présenter devant vous pour la première conférence du nouveau bureau de l'association des rencontres de Sciences Po Saint-Germain. Et quelle belle entrée en matière que de recevoir un invité de prestige en la personne de Madame Aurélie Filippetti. Madame Filippetti, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'enceinte de notre cher Institut d'études politiques pour cette première conférence. Même si j'imagine que toute l'Assemblée ici présente sait pertinemment qui vous êtes, je vais me permettre de procéder à une rapide introduction de votre parcours, de vos affiliations politiques, des différents postes que vous avez occupés, pour tenter d'offrir une vue assez aérienne de votre carrière. Madame Filippetti, vous êtes née le 17 juin 1973 à Villerupt, en Meurthe-et-Moselle. Vous découvrez le monde politique d'une manière assez précoce, par le biais de votre père, Angelo Filippetti, délégué syndical et ancien maire de la commune d'Audun-la-Tiche. Après avoir obtenu l'agrégation en lettres classiques à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, vous débutez une carrière d'enseignante. Votre engagement politique débute, lui, en 1999, lorsque vous adhérez au Parti des Verts, suite à la campagne européenne de Daniel Cohn-Bendit. Rapidement, vous devenez membre du cabinet d'Yves Cochet, alors ministre de l'Environnement entre 2001 et 2002. Vous décidez cependant de vous séparer des Verts en 2003, au moment des manifestations contre la guerre en Irak, et vous décidez de rejoindre le Parti socialiste en 2006. Madame Filippetti, vous êtes surtout connue pour avoir été la ministre de la Culture et de la Communication sous les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, et vous décidez de ne pas prolonger l'aventure ministérielle sous le gouvernement de Manuel Valls et vous quittez votre fonction le 25 août 2014. Vous avez été aussi l'une des figures de ces députés socialistes dits frondeurs pendant la présidence de François Hollande, en manifestant une claire opposition à la politique économique et sociale qui allait être conduite par le gouvernement. Vous retrouvez une nouvelle exposition sur la scène politique durant cette dernière élection présidentielle en rejoignant l'équipe de campagne de Benoît Hamon, qui fait d'ailleurs de vous l'une de ses porte-paroles.
Madame Filippetti, j'ai tâché de résumer les grandes lignes de votre carrière, qui vont être ensuite approfondies par Arnold et Alizé ici présents. Je vous laisse donc entre de très bonnes mains. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, Madame Filippetti, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de votre présence et de votre attention, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Donc, merci d'être ici. Je vais commencer avec ma première question. Merci, Monsieur le Président, d'abord. Vous avez grandi dans un contexte de désindustrialisation, de fermeture des mines dans la région Lorraine. Vous avez décrit ce phénomène qui a aussi touché le nord et l'est de la France dans un livre intitulé « Les derniers jours de la classe ouvrière ». Vous décrivez la mobilisation de tous, élus, citoyens, syndicats, face au désastre que signifie la fin du travail, ouvrier en France, bien sûr, mais aussi le fait que ces régions étaient celles où toutes les langues européennes étaient parlées. D'où ma question, comment expliquerez-vous aujourd'hui le vote FN dans ces régions? Qu'aurait dû faire l'État? Et ma deuxième question, avec le contexte de mondialisation et d'européanisation, les activités industrielles auraient-elles résisté à la concurrence d'autres pays? Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On commence par la Lorraine, ce qui me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que je pense que dans un parcours politique, il faut toujours savoir d'où l'on vient. Et on est homme ou femme politique, on entre en politique, on s'engage en politique pour un certain nombre d'idées qui finalement s'enracinent dans une histoire personnelle et qui font qu'on a des fidélités et qu'on a des ambitions pour son pays, pour sa région, et qu'on essaye aussi de se battre, en tout cas ça a été mon cas, c'est mon cas, de se battre pour des gens, qu'on se représente, un peu comme un écrivain, il se représente ses lecteurs, un homme ou une femme politique se représente ses électeurs. Et pour moi, effectivement, la Lorraine a été une source constante. C'est la région où je suis née, où j'ai grandi, et c'était un contexte très particulier, effectivement, puisque c'était les années 70, donc la fermeture successive de toutes les mines et les usines de Lorraine. Donc usines sidérurgiques et mines de fer, mines de charbon. Donc ça a été l'origine de mon engagement, vraiment, enfin de ma conscience politique, plus que de mon engagement. Et ce qui m'a frappé, avant même que je puisse le formaliser, le verbaliser, c'était qu'au fond, les gens qui travaillaient dans ces mines, dans ces usines, étaient presque les derniers informés de ce qui allait se passer, ce qui allait leur arriver. Qu'en fait, ils ont vécu, ils ont subi les fermetures avec à chaque fois en face d'eux des gens qui leur disaient c'est la dernière mine qu'on va fermer, c'est la dernière usine qu'on va fermer. Et eux, leur principale préoccupation, c'était, bien entendu, c'était de savoir pour ce qui les concernait directement comment ça allait se passer, mais c'était quand même un collectif. C'est-à-dire l'avenir d'une région et aussi toute une culture du travail, tout un savoir-faire. Et ça a été vécu comme une tragédie parce que finalement, ce qui a été balayé, au-delà même de leur travail directement, c'était la dignité que ce travail leur conférait et la fierté qu'ils en retiraient. Je parle de ça parce que quand on parle de la montée du vote Front National dans les régions industrielles, dans les anciennes régions industrielles, on fait souvent l'impasse là-dessus. Pourquoi les gens en arrivent là? C'est pas parce qu'ils sont racistes au départ, xénophobes au départ. Moi, dans ma région, par exemple, dans cette partie-là de la Lorraine, hein, c'est pas le cas partout, mais dans cette partie-là de la Lorraine, il y a 80% de la population qui est d'origine immigrée. Donc, il y a beaucoup d'Italiens, dont mon nom, des Polonais, des gens qui viennent d'Afrique du Nord, c'est des Portugais, des Espagnols, enfin, c'est extrêmement varié. Et finalement, les Français dits de souche sont vraiment les plus petits nombres. Donc, ce qui est souvent oublié, c'est que, en fait, les gens qui travaillaient là ont été méprisés. Et ce mépris
ils l'ont ressenti très violemment. Ils se sont sentis oubliés, bafoués, ils se sont sentis niés dans leur savoir-faire, comme si finalement un ouvrier à la mine, à l'usine, il était interchangeable avec n'importe quel autre, comme si finalement eux, ils n'avaient pas contribué à la richesse économique de la région, mais même du pays tout entier. Il faut se rappeler que dans les années 60, la Lorraine, on appelait ça le Texas français. C'était une région extrêmement riche, avec énormément d'emplois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'immigration, parce qu'on faisait venir les gens massivement pour travailler dans les mines, dans les usines. Donc toute cette histoire-là, c'était pas considéré comme de la grande histoire. Et d'ailleurs, le symbole, c'est que on a rasé quasiment toutes les mines et toutes les usines ensuite, comme s'il n'y avait même pas de valeur historique, de témoignage architectural dans ces bâtiments. Comme s'il n'y avait pas des gens qui avaient travaillé, souffert, parfois perdu la vie, mais surtout vécu une grande aventure collective et économique. Là. Donc, quand on parle des raisons profondes pour lesquelles, à un moment donné, des gens se tournent vers le Front National, il faut savoir faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé. Ça n'arrive pas comme ça sur un claquement de doigts. C'était des régions profondément à gauche. Alors, pas toute la Lorraine, il y a aussi des terrains électoraux extrêmement précis, et toutes les vagues d'immigration ne signifiaient pas non plus la même chose en termes ensuite d'appartenance, par exemple, à la gauche. Dans le bassin houiller, par exemple, dans le bassin du charbon, il y avait une tradition ouvrière de droite qui a toujours existé. Tous les ouvriers n'ont pas toujours été de gauche. Mais dans la région d'où moi je viens, c'est vrai que dans les mines de fer, l'immigration italienne, c'est une immigration très politisée et très à gauche. Donc c'est des régions qui étaient très fortement à gauche. Donc comment on passe d'une ville, prenons l'exemple de Hayange, qui est à 15 km de là où j'ai grandi, une ville Hayange qui est une ville qui est vraiment profondément ancrée à gauche, communiste puis socialiste pendant des années, des décennies, comment on passe tout à coup au Front National? C'est justement par une série comme ça de désillusions, de sentiments d'oubli, de mépris de classe presque, et donc finalement de négation de tout ce qu'a été la classe ouvrière. Et si j'ai écrit un livre là-dessus en 2003, maintenant ça fait un certain temps, il est sorti en 2003, c'était parce que justement je ne supportais plus qu'on stigmatise le monde ouvrier, parce que déjà à l'époque, ça remonte à 14 ans pourtant, vous voyez, c'est pas d'hier, et déjà à l'époque, on disait que les ouvriers votaient Front National. Et moi, je ne supportais plus ça. Je ne supportais plus que des gens, des classes dominantes en quelque sorte, qui ne connaissaient absolument rien du monde ouvrier, disent de toute façon les ouvriers ils votent Front National. Parce que la conséquence de ce type de discours-là, c'est de dire comme ils votent Front National, on va les laisser voter Front National, on va plus s'occuper d'eux. Et puis, au fond, on va parler aux gens, entre guillemets, raisonnables. Mais d'abord, les ouvriers ne votent pas tous Front National. Il faut se rappeler, je pense que vous avez tous comme professeur Madame Braconnier, enfin bon, qui connaît ça par cœur, mais il faut se rappeler que le premier parti des ouvriers en France aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est pas le Front National. Les ouvriers, surtout, ils ne votent plus. Et par ailleurs, au sein de l'électorat du Front National, il y a énormément de gens qui ne sont pas des ouvriers. Et que voilà, c'est dans les catégories aisées, etc., mais aussi chez les artisans, chez les commerçants, dans une partie de la très haute bourgeoisie, enfin bon, dans tous les milieux, dans la paysannerie, etc., on retrouve des gens qui votent Front National, malheureusement. Donc stigmatiser les ouvriers, pour moi, c'est de nouveau une nouvelle, leur faire de nouveau un nouveau tort, en quelque sorte, une nouvelle injustice. Bon, alors, j'étais un petit peu longue, mais parce que je suis très attachée à ce sujet, et encore une fois, parce que c'est, à mon avis, c'est l'un des problèmes majeurs politiques pour les années et les décennies à venir. C'est comment on fait, notamment quand on est de gauche, comme moi, pour avoir un discours qui puisse te redonner confiance et retisser un lien avec ce monde ouvrier, avec ces classes populaires. Donc on va se recentrer un peu sur vous.
Donc, comme l'a rappelé Mathéo, vous étiez d'abord agrégé de lettres, vous êtes une ancienne élève de l'ENS. Comment vous allez passer la barrière de l'objectivité enseignante qui est voulue donc par l'éducation nationale à l'engagement politique finalement? Pourquoi vous n'allez pas pousser la porte d'un parti? Pourquoi la porte des Verts? Et est-ce que le fait que vous ayez vécu dans un milieu familial plutôt politisé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça a eu un impact sur votre décision? Ça a eu un rôle très important, oui, bien sûr, parce que j'ai grandi dans un environnement effectivement très politisé et dans un contexte qui était très politique. Et je me suis toujours intéressée à la politique, et en même temps, pour moi, venant de mon milieu, il y avait quand même une priorité avant tout, c'était de faire des études et de réussir des études. Donc jusqu'au moment où j'ai eu à peu près bouclé mes études, pour moi, il n'était pas question de m'engager dans dans une vie militante, parce que j'avais vraiment, pour moi, la priorité, c'était mes études. Et je pense que, d'ailleurs, même si mon père était très politisé, qu'il était maire et tout, un jour je lui avais dit mais je vais adhérer à un parti, je devais avoir, 15 ou 16 ans. Il m'a dit non, d'abord tu fais des études, tu passes ton bac d'abord, et après on verra. Et c'est vrai que c'était presque une obsession chez mes parents, bonne obsession, parce qu'ils savaient très bien, ils avaient conscience que venant d'un milieu ouvrier, la seule issue, c'était de pouvoir faire des études. Auparavant, en Lorraine, les enfants de mineurs, enfin les fils de mineurs, ils devenaient mineurs. Donc, comme les mines étaient fermées, il y avait peu de chances que je devienne mineur de fond. Et en plus, j'étais une femme. Donc mais voilà, en tout cas, c'était pour moi la priorité. Mais en même temps, je me suis toujours intéressée à ça. Et donc après, quand j'ai fini mes études, je suis devenue prof. J'hésitais, j'étais à gauche, mais je ne savais pas quel parti. J'avais une forme de méfiance quand même vis-à-vis du Parti Socialiste, il faut bien le dire, qui s'est peut-être ensuite prolongé, et notamment des rapports entre le Parti Socialiste et la question sociale et le monde ouvrier. Oui. Et donc, puis comme je m'intéressais beaucoup à l'écologie, et je trouvais que l'écologie c'était le nouvel horizon politique, la nouvelle question vraiment qui pouvait transformer les rapports de force et qui nécessitait des changements profonds dans les modèles économiques, je suis allée du côté des Verts. On va parler des Verts, du coup. Votre adhésion aux Verts. Alors là, si on refait toute ma vie depuis 15 ans, c'est long quand même. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Je vais être plus court dans les réponses. Donc votre adhésion aux Verts vous a permis de rentrer dans le cabinet du ministre Yves Cochet, ministre de l'Environnement sous le gouvernement de Cauche-Pleuel de Jospin. Vous côtoyez donc déjà les ministères à moins de 30 ans. Que retirez-vous de l'expérience en cabinet ministériel et du coup, cela vous a-t-il donné le goût pour la politique et rester en français? Alors, avant d'être en cabinet, j'ai d'abord la vraie expérience fondatrice, c'était quand même la campagne municipale de 2001 avec, moi j'étais candidate des Verts dans le 5e arrondissement et avec Delanoë. Donc en fait, on a fusionné avec Delanoë, donc ça a été la grande bataille de Paris de 2001, qui était vraiment une formidable campagne. Et ça a été un grand bonheur, même si bon, dans le 5e, on n'avait pas gagné à l'époque, à la gauche n'avait pas gagné à l'époque. Mais malgré tout, j'ai participé à cette campagne qui a été un très très bon moment de reconquête de Paris. Et il y avait plein d'idées qui fourmillaient sur la démocratie participative, sur justement la politique environnementale, sur la participation des citoyens, la prise de décision, les budgets citoyens. Enfin, c'était absolument formidable. Des idées d'ailleurs qui ont continué, qui continuent à mon avis. Donc ça a été les grandes fondatrices. Après, oui, je suis rentrée au cabinet d'Yves Cochet pour en gros écrire des discours, travailler sur les questions sociétales, c'est-à-dire le risque, la participation citoyenne, les processus délibératifs, voilà, tout ça. Et c'était une très très bonne expérience parce que déjà Yves Cochet était un formidable, c'était quelqu'un qui était un ministre qui réfléchissait beaucoup à aux questions d'un point de vue presque philosophique et qu'il avait
une exigence intellectuelle très grande. Donc moi, je trouvais ça stimulant de travailler avec lui. Et c'était intéressant du point de vue de l'expérience de l'État, oui, même si le problème, au fond, quand on est dans un cabinet ministériel, et après je l'ai vécu en tant que ministre aussi, c'est quand même la mainmise de l'ENA sur toute la fonction publique en France. Et ça, c'est vraiment l'un des blocages majeurs de la société française, c'est ça quand même. C'est que finalement, on retrouve au poste de responsabilité dans tous les ministères, dans toutes les administrations, tous les interlocuteurs de la décision publique. À un moment donné, il y a des énarques, il y en a des formidables, qui sont autre chose que simplement des énarques, mais c'est quand même un moule, une formation très 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 homogène. Et je crois que si on parle des blocages, on devrait commencer par cela, pour la société française. Donc vous parlez de l'ENA, on a reçu l'année dernière Nathalie Loiseau, donc ancienne directrice de l'ENA, actuelle ministre des Affaires étrangères. Elle était dans le cabinet d'Alain Juppé en tant que ministre des Affaires étrangères. Des Affaires européennes, elle est actuellement. Oui, aujourd'hui elle est européenne, oui, c'est ça. Donc elle nous a raconté à quel point les membres du cabinet vivaient pour leur travail et avaient énormément de responsabilités. Avez-vous eu ce type de ressenti? Ce type de responsabilité Oui, mais enfin, en même temps, ils aiment bien ça. Quand on est dans un cabinet ministériel, on sait que c'est une période extraordinaire de sa vie où on a des responsabilités et souvent assez jeunes. Et puis, pour beaucoup, c'est un accélérateur de carrière absolument hallucinant. Donc, on ne peut pas dire que les gens qui sont en cabinet ministériel soient à plaindre. Surtout quand on voit les parcours qu'ils font après. C'est que 2 ans en cabinet ministériel, ça vous fait avancer de 10 cases sur le petit parcours administratif classique. Donc bon, c'est des métiers très intenses et en même temps, c'est assez pervers aussi. Parce que du coup, les gens vivent en vase clos quand même. Hein. Il y a une déconnexion avec la vie réelle, la société, qui est quand même problématique. Parce que dans un cabinet, il y a des décisions à prendre en permanence. Et le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, si les gens sont trop déconnectés, ben, les décisions deviennent aussi déconnectées de la réalité du pays. Donc, les cabinets, il y a un biais quand même là-dedans. D'ailleurs, il y a une réforme, presque tous les gouvernements disent ça, mais qui consisterait à dire finalement on réduit considérablement les cabinets ministériels et les ministres doivent travailler avec leur administration directement, sans le filtre des cabinets ministériels. Bon, le problème, c'est que ça ne peut pas se faire si on ne fait pas en même temps un spoil system, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut renouveler complètement tout le personnel encadrant de l'administration quand il y a une nouvelle élection, parce que sinon, évidemment, un ministre ne peut pas travailler avec un directeur d'administration qui a travaillé avec le ministre du gouvernement précédent, enfin, d'un autre camp politique. Ça, voilà, il faut des gens quand même qui soient d'accord avec vos idées, avec votre projet. Mais si on arrivait à faire un système comme ça, oui, ça serait sans doute plus simple. Donc on va continuer sur votre parcours. Vous avez quitté les Verts en 2006, à la suite de plusieurs mois de tensions avec d'autres membres de la direction. Ces tensions faisaient notamment suite à vos propos en 2003. Dans Libération, vous qualifiant vous-même de sioniste pro-palestinienne, après l'agression de 2 personnes juives dans le contexte des manifestations contre la guerre en Irak. Avec le recul, comment vous analysez votre réaction et comment vous expliquez toute cette polémique en fait chez les Verts à ce moment-là? Parce que c'est un sujet qui est vraiment explosif, hein, le conflit israélo-palestinien, et que j'avais mis le doigt sans même, comment dire ça, sans le vouloir, mais presque sur un des points de crispation au fond au sein d'une partie de la gauche qui était sur cette question-là. Alors qu'auparavant, d'ailleurs, dans les années 60, il y avait toute une gauche qui pouvait se dire oui, sioniste pro-palestinienne, au sens où finalement l'idéal c'est 2 peuples, 2 États. Enfin, voilà, on sait bien que dans l'idéal c'est ça vers quoi il faudrait aller, et que aujourd'hui la radicalisation des uns et des autres amène à des blocages absolument terrifiants qui ont lieu là-bas, mais qui en fait rejaillissent dans les pays, dans nos pays aussi, et notamment en France. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir un discours qui soit un discours équilibré, parce que de part et d'autre d'ailleurs, il y a
un durcissement très fort des positions. Donc moi, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il fallait justement essayer d'être dans une position presque un petit peu c'est une philosophie un peu de non-violence, mais au sens actif quoi, du terme. Hein. Et c'était inaudible. J'étais traitée de toutes sortes de noms d'oiseaux à l'époque, juste parce que j'avais dit ça. Je me suis dit, oulala, il y a un gros problème quand même. Et donc, j'ai préféré prendre mes distances à ce moment-là. On va donc reparler de Paris, mais particulièrement sur la parité. Donc, dès votre premier mandat politique, vous soulignez l'importance de la parité dans les mandats électifs. Vous avez en effet déclaré que sans les règles de la parité, vous n'auriez jamais pu être tête de liste à Paris. On voit aujourd'hui la parité se renforcer à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi. On sait que cette parité se fait aussi à marche forcée grâce à des lois en ce sens, les lois de 2000. Donc pour vous, quelles seraient les solutions pour renforcer la parité au sein des institutions et du Parlement notamment? Encore une fois, faut-il légiférer encore plus loin sur ce type de sujet? Et pour continuer dans ce sens, est-ce qu'il y a un problème d'éducation, de socialisation et quelles seraient les solutions? En tout cas, sur la parité, c'est sûr qu'il faut des politiques actives, volontaristes. Et la loi de 2000, elle a été extrêmement bénéfique parce que sinon, on n'aurait jamais eu les progrès qu'on a eus, même si on est encore loin du compte. Donc, c'était. Non, mais moi, c'est vrai que en 2001, quand j'étais candidate au municipal, j'aurais jamais été tête de liste des Verts, par exemple, s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité. Donc, il faut des politiques volontaristes. Et à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a des progrès, mais enfin, on est encore quand même loin de 50%. Hein. Donc, moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2007, on était 13% de femmes. 13%. Donc maintenant, on doit être à 25%. Ça a doublé en proportion. Enfin, on est encore loin du compte. Pourquoi? Parce que les partis préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter les règles. Et ça, c'est inacceptable. Donc, notamment les Républicains qui payent des amendes parce que voilà. Et donc, il faut augmenter les amendes et même finalement supprimer les financements publics pour ceux qui ne respectent pas ces objectifs. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, répressif. Mais après, il y a l'aspect, sur le fait des mécanismes plus sournois. C'est-à-dire que si vous dites il y a 50% de femmes candidates, on va mettre systématiquement les femmes dans les circonscriptions les plus difficiles. Donc à la fin, elles ne seront pas élues. Donc à la fin, il y a plus d'élus hommes que d'élus femmes. Au sénatorial, il faut une liste Shabada, mais l'homme va se retrouver en tête de liste et la femme en deuxième. Donc comme à la fin, forcément, mathématiquement, il y a plus de chances d'avoir des numéros 1 qui soient élus que numéro 2, ou des numéros 3 que des numéros 4, vous avez à la fin plus d'hommes que de femmes. Donc c'est aussi au sein de chaque parti, et il faut qu'il y ait des objectifs, non seulement de moyens, mais de résultats. Donc on doit se fixer comme objectif le fait d'avoir à peu près une équivalence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes élus. Alors quand j'étais ministre, par exemple, j'avais beaucoup de nominations à faire. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait 80%, 85%, parfois 90% dans certains domaines, la musique, les postes de responsabilité au sein du ministère de la Culture, c'était entre 80 et 90% des hommes qui les occupaient. Donc on ne parle pas de petite discrimination là, elle est massive. Donc je me suis dit, comment faire? Il faut des procédures. Quand il y a des discriminations, la meilleure réponse, c'est des procédures pour empêcher les discriminations. Et donc j'ai dit, tout poste doit être soumis à un appel à candidature. Et les candidats doivent déposer des projets. Et les projets doivent être examinés par des commissions. Et ces commissions doivent être paritaires. Et ensuite, les commissions, elles doivent établir des listes de candidats sélectionnés, on va dire des shortlists, pour utiliser un anglicisme, qui soient des listes paritaires. Donc, à la fin, avec toutes ces procédures, la commission présente une liste, une liste avec 2 hommes, 2 femmes, sélectionnés sur des projets. Et puis, une fois qu'on a tout ça, sur un ensemble de nominations, vous vous dites, là, j'ai nommé un homme, donc
je vais plutôt essayer de trouver une femme pour les postes à venir, ou le contraire, etc. Et au final, sans que jamais, à aucun moment, vous vous disiez, bah là, sur ce poste-là, je veux nommer une femme et donc j'élimine les hommes, jamais. Mais au final, juste parce que vous avez conscience que vous voulez obtenir un objectif global qui soit à peu près paritaire, bah vous y arrivez. Et donc, sans que ce soit discriminant pour les hommes, vraiment. Mais juste en redonnant toute leur place et toute leur chance aux femmes. Et finalement, ma plus grande fierté, ça a été de voir que quand je suis arrivée, il y avait seulement 15% de femmes qui candidataient au poste à responsabilité. Et quand je suis partie, enfin au bout du moment, après avoir mis en place tout ça, toutes ces procédures, au bout de 2 ans, il y avait à peu près 50% de femmes qui étaient candidates. Donc ça veut dire qu'en fait, les femmes avaient intégré l'idée que désormais elles auraient leur chance autant que les autres. Alors qu'auparavant, elles avaient intégré le fait qu'elles allaient de toute façon être discriminées. Donc elles ne candidataient même pas. Voilà. Et le fait qu'elles osent candidater, pour moi, c'était déjà la première des victoires. Merci beaucoup. Vous avez parlé justement de votre expérience en tant que ministre de la Culture. On va en parler. Tout d'abord, on va parler du budget de la culture 2017, qui devrait augmenter pour atteindre à peu près 10 milliards d'euros. L'accès à tous à la culture devrait être renforcé. 10 milliards, non, ça c'est... 10 milliards. Non, le budget de la culture stricto sensu, c'est 2,7 milliards. Après, si on rajoute l'audiovisuel et tout, on arrive un peu à 7 milliards. Donc, je ne sais pas où vous avez vu ce chiffre de 10 milliards, mais peut-être que c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être en intégrant les collectivités locales, ou je sais pas. Non, mais c'est pas grave, hein. Mais c'est juste pour... parce que ça ne doit pas être le budget juste du ministère. Mais c'est pas grave. Bon, je pense que... Ouais. Donc, vous avez toujours prôné un plan national d'éducation artistique et culturelle. Donc, ce qui semble être la voie que prend ce gouvernement. Et donc, on a parlé tout à l'heure avec Saint-Germain-Faux du pass culture de 500 € qui a été promis. Donc, que pensez-vous donc, de ce budget de la culture et quelles mesures vous inquiètent le plus? Alors, d'abord, sur ce budget-là, il y a des économies qui sont faites sur le budget de la culture. C'est pour ça que je suis un peu étonnée par les chiffres. Je pense que ça intègre le budget des collectivités territoriales. Bon, mais en tout cas, ce gouvernement a décidé de diminuer le budget de la culture. Et donc ça c'est extrêmement dommage, parce qu'en fait, ils refont la même erreur qu'avait faite François Hollande en 2012, quand moi je suis arrivée au ministère, où malheureusement, les engagements qui avaient été pris de maintenir le budget de la culture n'ont pas été respectés. En fait, pourquoi c'est dommage? Parce qu'au fond, ça sert à rien. Du point de vue des finances publiques, c'est une goutte d'eau dans le budget de la France. Là, je crois qu'ils vont faire 40 millions d'euros d'économies sur le budget de la culture. C'est vraiment une goutte d'eau. Donc, ça ne sert absolument pas à redresser les comptes publics ou je sais pas quoi. Par contre, ça affecte considérablement l'économie de la culture partout sur les territoires. Et donc, ça a des conséquences qui sont lourdes. Et je suis bien placée pour le savoir parce que moi-même, en tant que ministre, j'en ai été victime. Donc, d'autant plus que si l'État diminue son budget, après les collectivités locales en profitent pour faire la même chose. Ce qu'elles disent, finalement, l'État a diminué, donc nous on diminue aussi. Et comme souvent les financements des festivals, des établissements culturels sont souvent des financements croisés, vous avez l'État, les collectivités territoriales, donc le département, la région, la commune, c'est l'effet boule de neige. Et là, c'est catastrophique. Donc, c'est vraiment une erreur. Et c'est dommage que, d'ailleurs, l'erreur ait été reproduite. Après, sur le pass à 500 €, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une fausse bonne idée. Ça a été déjà fait lors d'un précédent gouvernement. Il y avait eu un pass musique, par exemple, je ne sais plus comment c'était exactement, mais il y avait de l'argent qui avait été donné aux étudiants ou aux jeunes pour la musique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous donnez 500 €, sans flécher cette dépense, sans dire, par exemple, que c'est avec des accords à des partenariats, avec des théâtres ou quoi, le risque, c'est que vous donnez 500 €, ces 500 € demain, ils se retrouvent dans la poche de iTunes, Amazon, donc en fait les GAFA, ou chez Netflix, enfin voilà.
Donc en fait, on finance avec de l'argent public français, enfin des impôts des contribuables français, on va financer les multinationales américaines qui ne payent pas d'impôts en France et qui en plus ne respectent pas les règles de la diversité culturelle. Donc en fait, c'est le contraire de toute la politique d'exception culturelle qui a été mise en place en France depuis 60 ans et en Europe et qui est défendue en Europe. Où on s'arrange pour que, par exemple, quand on va au cinéma, on paye sur le ticket de cinéma, il y a une petite taxe qui sert à financer le CNC. Donc en gros, on fait payer une taxe qui repose sur l'ensemble des films, donc y compris les films américains, pour financer la production de films qui sont produits en France, qui sont des films français, mais pas forcément faits par des réalisateurs français, puisqu'on accueille énormément de réalisateurs de tout pays et toutes origines. Et là, avec le chèque 500 €, on fait exactement le contraire. Donc c'est une aberration économique. Et donc toujours en lien avec la culture, l'exception culturelle. Vous avez insisté en tant que ministre. Donc exactement. Donc que pensez-vous des traités de libre-échange comme le CETA vis-à-vis de la culture française? Quelles pourraient être les conséquences? Justement, on s'est battu en 2013 pour empêcher que l'exception culturelle soit mise à bas par le TAFTA. Et il y avait la même menace dans le CETA, donc on a réussi à préserver la culture et l'audiovisuel en dehors du traité de libre-échange. Sinon, il se passe quoi? Et pourquoi il faut faire ça? Il faut regarder ce qui s'est passé au Mexique. Le Mexique, c'est un grand pays de cinéma. Il y a eu toujours un très très grand cinéma mexicain avec des très grands réalisateurs. Et en 1994, le Mexique a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, qui s'appelle l'ALENA. Cet accord de libre-échange, il a eu une conséquence toute simple, c'est que aujourd'hui, les réalisateurs, il n'y a plus de films mexicains dans les cinémas mexicains. Pourquoi? Parce que les Américains ont dit, en vertu des accords de libre-échange, vous, le Mexique, vous n'avez plus le droit de mettre des quotas de films mexicains dans les cinémas mexicains. Vous n'avez plus le droit de financer de manière préférentielle les films mexicains avec de l'argent public parce que c'est contraire justement à la libre concurrence. Et nous, nos films hollywoodiens, nos films américains, qui sont amortis en fait sur le marché américain, parce que c'est un énorme marché de cinéma avec 300 millions de personnes, etc. Donc les films américains, ils sont amortis à leur sortie rien que par le marché américain. Donc après, en fait, il les balance, mais c'est un peu ça, parce que ce sont des produits presque de conquête à la fois commerciale et culturelle. Et ils inondent en fait l'ensemble des cinémas, notamment donc les cinémas mexicains. Donc aujourd'hui, dans les cinémas mexicains, il y a 95-99% de films américains. Et le cinéma mexicain est complètement ruiné. Il reste quelques festivals et les réalisateurs mexicains de talent, parce qu'il y en a beaucoup, ils travaillent maintenant à Hollywood. Donc voilà, ils sont obligés de partir. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est exactement ce qui se serait passé si en France on n'avait pas eu cette politique d'exception culturelle. L'Inde a d'ailleurs la même politique vis-à-vis de son propre cinéma, ils défendent leur propre cinéma. Et ils ont donc un cinéma indien qui est très très dynamique, qui est très créatif, très varié d'ailleurs. Il y a du commercial, il y a du film indépendant, de l'art et d'essai, de l'expérimental. Mais ils ont réussi à préserver ça parce qu'ils ont refusé jusqu'à présent de rentrer dans ce type d'accord avec les États-Unis. Donc c'est extrêmement important. Et ce qui est valable pour le cinéma, c'est valable aussi bien sûr pour les autres biens culturels. Donc voilà, l'exception culturelle, c'est de dire on a besoin, la diversité culturelle, c'est un bien qui est indispensable, qui n'est pas négociable et qui ne peut pas donc être soumis à des simples règles de libre-échange ou de libre concurrence. Parce que sinon, c'est le plus gros qui l'emporte à la fin. Et donc on va se retrouver avec uniquement des films hollywoodiens. C'est même pas des films américains, c'est des films hollywoodien, c'est-à-dire que le film du réalisateur indépendant qui est projeté à Sundance, vous ne le verrez pas sur les écrans à ce moment-là. C'est vraiment les gros films d'action, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et cette homogénéisation-là, c'est un risque
qui est un risque pas pour notre chauvinisme franco-français, un risque pour la diversité culturelle, donc vraiment pour l'intérêt général. Et ce qui était génial en 2013, c'est que quand on a défendu cette idée, la France a porté ça, mais on a été soutenu par tous les ministres de la culture des autres pays européens qui défendaient ça, par des artistes de tous les pays européens qui ont dit nous on veut la diversité culturelle et on veut que la France soit le fer de lance, mais voilà, qu'ils se battent au nom justement de tous ces artistes. Et même les réalisateurs américains, à l'époque même Spielberg, qui pourtant, voilà, ils ont dit que voilà, ils étaient favorables à la préservation de cette exception culturelle parce qu'ils savaient que c'était le meilleur moyen de continuer à défendre une vision exigeante de la culture, et en l'occurrence pour Spielberg du cinéma. Et voilà, le résultat, c'est que avec des mécanismes de régulation comme ça, la France reste l'un des pays au monde où les gens vont le plus au cinéma. Et il y a plus de 200 millions de tickets de cinéma vendus chaque année en France, ce qui est absolument énorme. Et on va voir toutes sortes de films, mais on va notamment voir des films français. Donc voilà, c'est super, Cocorico. Donc il y a plus de 100 millions de billets qui sont vendus pour des films français. Mais il y a aussi des films américains, chinois, indiens, maliens, brésiliens qui trouvent leur public en France et qui surtout ont la possibilité d'être diffusés en France, alors qu'ils ne l'ont plus dans tout un tas de pays dans le monde. Donc ça, c'est les bienfaits de l'exception culturelle. Merci beaucoup. Votre plus gros dossier en tant que ministre de la Culture a été celui des régimes de retraite des intermittents du spectacle, qui fait partie de ces fameux régimes de retraite spéciaux. Vous étiez au cœur des arbitrages avec Matignon lorsque cet accord se fait, alors que l'accord se fait normalement entre patronat, syndicat et le ministère du Travail. De quelle manière vous avez pu peser dans les négociations sur le régime des retraites des intermittents ? Alors, bon, sur les intermittents, la difficulté, c'est que c'est un accord, c'est l'assurance chômage, hein, c'est pour les intermittents, donc c'est un accord qui est négocié par le ministère du Travail, qui est un accord global sur l'assurance chômage. Et les intermittents, là-dedans, c'est tout petit, parce que c'est 100 000 personnes, en fait, hein, en gros, chaque année, qui sont concernées par ça. Donc, souvent, les intermittents du spectacle sont considérés comme une variable d'ajustement pour les économies de l'assurance chômage en général. Donc je souhaite bonne chance au gouvernement là, qui va commencer la réforme de l'assurance chômage, parce que c'est un régime qui est précieux et qui doit être négocié à part. Parce que tout simplement, sinon, c'est impossible d'avoir un équilibre. Si on raisonne uniquement en termes d'équilibre budgétaire, c'est impossible à obtenir. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut préserver préserver la possibilité pour des gens de créer, de travailler, de répéter correctement en France, et donc de travailler dans des structures culturelles qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens qu'ont des entreprises classiques finalement pour financer leur masse salariale. C'est ça l'objectif. Après, il y a toujours la question des abus et des entreprises, notamment dans la production audiovisuelle, qui utilisent ce système et qui en contournent l'esprit. Ça, évidemment, il faut le résoudre. Mais voilà, le système lui-même d'avoir une assurance chômage spécifique pour les intermittents du spectacle, c'est quelque chose de précieux. On va passer à un autre sujet. Intervenante sur RTL et professeur. Je regarde quand même ce que vous mettez derrière, parce que... les reconversions des naufragés de la politique, c'est le point, il me semble, sont en poste depuis la rentrée et laissent donc certaines questions en suspens que nous vous posons ce soir. Dans un paysage médiatique de plus en plus critiqué pour son manque d'objectivité, la venue de figures politiques a-t-elle des répercussions? Et d'un autre côté, quel peut être l'attrait, l'ajout, l'apport de figures politiques dans l'analyse des faits? Alors d'abord,
moi, je peux faire une mise au point, c'est que sur cette histoire de reconversion du personnel politique, on était quasiment dans le domaine de la fake news. Hein. Parce que moi, en l'occurrence, c'est pas du tout ma reconversion professionnelle. Enfin, je ne travaille pas à RTL. J'ai accepté de participer 1 fois ou 2 par mois à une émission de débat politique et d'actualité. Donc, au fond, je continue, j'interviens, disons, dans le débat public comme je le faisais, comme je l'ai toujours fait. Et mon vrai métier, c'est d'être prof, enseignant. Donc, voilà. Je suis prof à Sciences Po et je suis prof dans une école de journalisme, mais c'est pas mon métier d'être chroniqueuse à RTL. Donc je trouve que c'est intéressant d'ailleurs du point de vue médiatique, de voir comment ça fonctionne le système médiatique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y avait 1 ou 2 personnes. La seule qui s'est reconvertie vraiment, c'est Roselyne Bachelot. Ça date d'ailleurs d'il y a un certain temps. Elle est devenue animatrice télé. Donc voilà, c'est son salaire, etc. Mais là, à la rentrée, il y a eu plusieurs personnes qui étaient dans des situations extrêmement différentes. Donc, du coup, certains journalistes se sont dit, bah tiens, c'est marrant, ça va faire du buzz. Donc, le buzz, c'était quoi? C'était de dire, ah, bah voilà, c'est politique, sous-entendu, c'est sales politiques, qui sont incapables de faire autre chose que de la politique, et ben voilà, et ils sont en collusion avec le système médiatique, sans même se rendre compte d'ailleurs qu'ils se tiraient une balle dans le pied, les journalistes qui disaient ça, puisque ils étaient eux-mêmes, du coup, inclus dans ce système médiatique. Mais donc il y avait un buzz comme ça qui naissait. Et du coup, ils ont voulu faire rentrer toutes les situations très différentes dans le même sac. Donc moi, j'ai été mise là-dedans, alors que pour moi, il s'agissait d'une émission ou 2 par mois. Et que je ne fais pas de chronique. Je suis pas là pour dire, je sais pas, je suis pas là tous les matins à RTL à faire, voilà. Je participe à un débat. Donc c'est quand même assez instructif, je trouve, et peut-être un peu inquiétant aussi, du point de vue de la notion de vérité et de confrontation d'une information balancée comme ça avec la réalité. Parce que moi, j'ai fait des explications, j'ai posté des explications, mais tout ça, ce que je pouvais dire n'avait absolument aucune importance, au fond. À partir du moment où le buzz était lancé, peu importer la réalité de ce que je pouvais produire, la vérité devient finalement un détail dans tout ça. On va changer de thème et on va essayer de parler avec vous de la situation de la gauche aujourd'hui. Il est souvent répété par les politologues que l'alternance des pouvoirs droite-gauche a affaibli ces 2 camps en montrant leur similitude et donc l'absence de différence de leur politique. De fait, la gauche ne semble jamais plus affaiblie que lorsqu'elle est au pouvoir. Donc selon vous, quelle est la part des dissensions internes avec la problématique notamment des frondeurs au PS dans les derniers résultats, et également quelle est votre réaction par rapport à la vente de Solferino? Oh, la vente de Solferino, pour moi, c'est pas une question. Ça me pose pas de problème particulier s'il faut en passer par là, et si le PS va s'installer dans les quartiers populaires, ça sera plutôt une bonne chose. Je crois que c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est où est le Parti socialiste idéologiquement. C'est pas où sont installés ses bureaux, quoi. Et je crois que là, il y a beaucoup plus d'interrogations que sur la vente de Solferino. Donc, le PS, pourquoi il est en crise aujourd'hui? C'est parce qu'au fond, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu un problème dans la manière dont le pouvoir a été exercé. La campagne de 2012, moi je l'ai faite vraiment au premier rang, ça a été une campagne qui a été faite sur des idées de gauche, qui étaient des idées qui étaient exposées, qui n'étaient pas des idées, c'était pas du bolchevisme. François Hollande n'a jamais dit qu'il allait nationaliser les outils de production. C'était une gauche social-démocrate, européenne, mais ambitieuse sur l'Europe et ambitieuse sur les questions environnementales, ambitieuse sur la démocratie. Voilà, mais une gauche social-démocrate. Et le problème, c'est que finalement, ce pacte-là qui a été
c'était le pacte de l'élection de 2012, n'a pas été respecté ensuite. Et pour moi, c'est ça qui a été à l'origine du désaveu de la gauche. Et pendant les 5 ans qui ont suivi, la succession des échecs électoraux. Et le dernier en date étant l'échec à l'élection présidentielle de 2017. Mais au fond, les gens n'avaient plus confiance dans le Parti socialiste pour incarner la gauche, puisqu'ils avaient été trahis en 2012. Donc c'était très difficile. On parlait tout à l'heure des ouvriers, mais il y a eu les ouvriers qui se sont sentis trahis, les profs de la même manière, les fonctionnaires, finalement, au fond, tous les gens qui avaient mis les classes populaires au sens large et les classes moyennes, voilà, se sont sentis au pire trahis, au mieux elles étaient déçues, quoi, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a enchaîné les échecs électoraux pendant les 5 ans. En tout cas, ça c'est mon analyse. Après, nous, ceux qu'on a appelés les frondeurs, alors on était en tout et pour tout, au maximum, on était 30 à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on nous dit que c'est nous qui sommes les responsables de l'échec du quinquennat de François Hollande. C'est vraiment, si on avait cette force, ça serait formidable, parce que là, je pense qu'il faut nous élire tout de suite président de la République demain, collectivement. Ça veut dire qu'à 30, on changeait complètement la face de la France. C'est bon, très bien. Ce qu'on a essayé de faire, au fond, c'est d'être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire de dire non, ça va pas. On est député, on est élu dans nos circonscriptions pour justement exercer notre droit et notre liberté de parole, la fonction tribunicienne du député, c'est celle-là, c'est de dire quand on est d'accord et de dire quand on n'est pas. Et là, on pense qu'on allait dans le mur, on pensait qu'on allait dans le mur, donc on l'a dit. Et on n'a jamais été écouté et entendu, encore moins, par le président de la République et par les premiers ministres. Donc, nous mettre tout sur le dos en disant c'est finalement à cause de vous, de votre division qu'il y a eu un échec du quinquennat, je crois que non, malheureusement, c'est une reconstruction de l'histoire a posteriori. Moi, je crois surtout que en tout cas moi, pourquoi j'ai refusé de voter la loi travail numéro 1, celle de François Hollande, la déchéance de nationalité, pourquoi j'ai dit que je ne les voterais pas, parce que je savais, d'abord, en mon âme et conscience, je ne pouvais pas voter ça, et deuxièmement, je savais et j'entendais les gens dans ma circonscription, les gens partout en France, les gens de gauche, les gens qui étaient notre électorat, qui me disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces textes. Donc, je sentais qu'il y avait un vrai fossé qui se creusait entre le président de la République, le gouvernement et son électorat naturel. Et je trouvais que voilà, on allait dans le mur, donc je l'ai dit, et c'est pour ça qu'on nous a appelés les frondeurs, ce qui est un terme d'ancien régime, ce qui est tout aussi révélateur d'ailleurs d'utiliser des termes d'ancien régime pour parler de choses qui sont la démocratie, la République aujourd'hui en 2017. Par rapport à l'abstention en 2017, donc à l'élection législative, plus de la moitié, 56% des électeurs ne sont pas déplacés les urnes. Donc ce qui est un score énorme, ça représente énormément de personnes. Donc l'abstention est un réel problème. Et on sait que majoritairement, il s'agit d'électeurs plus ou moins affiliés à la gauche. Ce qui veut dire que les partis de gauche ne sont plus les organes fédérateurs qu'ils étaient à leur début. Comment ramener ces personnes au bureau de vote et quelles sont les mesures que les partis de gauche pourraient faire en ce sens? Vaste question. Les gens qui s'abstiennent, ils disent quelque chose. L'abstention, c'est une manière aussi d'envoyer un message politique très clair. Parce que, surtout quand vous avez pas mal de candidats possibles, après tout, si les gens ne vont pas voter, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y aller et qu'ils ont envie de le dire, qu'ils ne vont pas voter. Donc, et ceux qui votent blanc aussi, d'ailleurs. Bon, certains font une distinction entre les deux. Bon, c'est vrai que c'est... Bon, mais au fond, à la fin, ça revient quand même à ça. Et donc, la question de l'abstention doit être considérée comme un signal politique très, très important et très inquiétant. Le fait que dans cette élection en 2017, aussi bien présidentielle que législative, il y a eu tellement d'abstention et tellement de votes blancs, ça prouve qu'on est dans une crise politique majeure. Et qu'au fond, il y a
un fossé qui devient un précipice qui se creuse entre le peuple, au sens vraiment institutionnel du terme, et ceux qui sont chargés de le représenter. Et ce fossé, il se creuse pas seulement en France, hein, c'est dans beaucoup de démocraties malheureusement, parce qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de renouveler le personnel politique pour qu'il soit plus représentatif justement des interrogations et des problèmes qui touchent justement le peuple. Donc ça, là-dessus, Emmanuel Macron a mis le doigt sur quelque chose quand il a dit « moi, mon mouvement, je veux des gens de la société civile », parce qu'il avait bien perçu qu'il y avait quelque chose là que les gens ne supportaient plus. C'est un décalage. Maintenant, la réponse qu'il a donnée, à mon sens, elle est totalement insatisfaisante, parce que les gens qu'il a choisis, lui, et la manière dont ils ont été choisis, ne représentent qu'une petite partie, en fait. Hein. Et sociologiquement, c'est une classe extrêmement hétérogène qui représente justement les intérêts de cette classe-là. Donc, de gens qui sont plutôt des inclus dans ce qu'on appelle les inclus, les gagnants de la mondialisation. Voilà, il n'a pas trouvé la pierre philosophale pour résoudre ce fossé. Au contraire, et on est en train de le voir encore avec plus d'acuité aujourd'hui. Néanmoins, il avait bien vu qu'il y avait un problème. Et moi, je pense que ce problème-là, lui, sa solution, c'est aussi de dire, finalement, moi, le président de la République, il l'a dit dans l'interview au Spiegel, il a dit les Français élisent tous les 5 ans un roi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, ils veulent lui couper la tête. Je suis complètement en désaccord avec ça. Je pense que les Français n'élisent justement pas un roi. Et que les Français n'ont pas du tout envie de voir le retour de la monarchie. Donc, moi, je suis attachée à la République et à la démocratie, et le président de la République, ce n'est pas un roi. Et le problème aujourd'hui de la Ve République, c'est qu'au fond, on fait fonctionner nos institutions démocratiques comme si c'était une monarchie. Et il faut en finir avec ça. Moi, je crois que le jour où on donnera davantage de pouvoir, de vrai pouvoir au Parlement, de vrai pouvoir aux citoyens, le jour où on fera davantage de démocratie citoyenne, on fera encore plus de décentralisation, avec des contre-pouvoirs aussi au niveau local, pour ne pas recréer des baronnies ou des fiefs localement. Donc, en gros, le jour où on approfondira la démocratie, parce qu'elle n'est jamais finie, la démocratie, en mettant un terme à cette vision très monarchique d'un président qui va résoudre tous les problèmes tout seul dans son palais de l'Élysée parce qu'il est plus intelligent que les autres, parce qu'il est au-dessus des autres, presque d'une essence finalement différente. Le jour où les responsables politiques de ce pays diront ça et qu'ils feront en sorte qu'il y ait des réformes institutionnelles qui permettent aux Français de s'exprimer politiquement différemment, je pense qu'on redonnera envie aux citoyens de voter et de participer aux élections. Bon, maintenant, la question qui fâche. La semaine dernière, la Fédération PS de Moselle vous a signifié votre exclusion du PS en raison de votre soutien à une liste dissidente menée par Philippe Gasparilla, à celle menée par l'ancien secrétaire d'État Jean-Marc Todeschini lors des sénatoriales de septembre 2020. Vous avez par la suite donc déposé un recours devant la Commission nationale des conflits du Parti socialiste. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de ne pas être fidèles au Parti socialiste? Et quel est votre avis sur la situation actuelle au PS, où certaines personnalités ayant soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour, trahissant ainsi le candidat issu de la primaire de Noamont, sont toujours membres du PS, voire même sont réintégrés dans des fonctions, comme on a pu le voir avec Juliette Méandel? On est en train d'assister à une purge au sein du Parti socialiste. Et la purge, c'est vis-à-vis des éléments de gauche du Parti socialiste. Donc, puisque ceux qui ont soutenu Macron, eux, ils ne sont pas du tout inquiétés. Alors on m'a répondu, non, mais ceux qui ont été élus députés En Marche, ils ont été exclus du PS. Enfin, oui, d'accord, ils étaient partis tout seuls du PS, puisque de toute façon, ils étaient députés. Mais les soutiens, ils n'ont pas du tout été exclus. Moi, la liste que j'ai soutenue au sénatorial, elle ne comprenait que des socialistes. Et elle se revendiquait comme étant une liste socialiste, alors que la liste officielle n'a mis dans aucun de ses documents de campagne le mot socialiste, ni même le mot gauche. Donc c'est dire. Donc maintenant on nous dit vous avez trahi le PS.
Non, on estime qu'on était ceux qui étions les plus fidèles, justement, à l'idéal. Donc voilà, c'est bon, après, sur cette exclusion, c'est des processus, bon, c'est des procédures qu'on peut appeler assez staliniennes, je pense, hein, parce que il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de droit de la défense, il n'y a pas eu de procédure contradictoire, il n'y a pas eu de commission. J'ai reçu un jour une lettre recommandée qui commençait par Madame et qui se terminait par vous ne faites donc plus partie du Parti socialiste. Ok. C'était quand même assez finalement vaut mieux en rire, comme disait je crois que c'était Beaumarchais qui disait il vaut mieux en rire de peur d'avoir en pleurer. Enfin voilà, c'est un peu ça. Mais le fait est que moi j'ai déposé un recours parce que sur le fond, d'abord, cette exclusion est illégale parce que je n'étais pas moi-même candidate et je n'ai pas de double appartenance. Et contrairement à beaucoup qui sont allés En Marche et en même temps au PS. Et puis deuxièmement, il y a quand même, dans une organisation démocratique, je pense que quand même il y a un minimum de formalisme à respecter. Encore une fois, les droits de la défense, une procédure contradictoire et puis une commission qui soit chargée de statuer sur les cas litigieux et pas un premier fédéral qui prend les décisions tout seul comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce recours en interne, mais je pense que c'est surtout le signe que le Parti socialiste va très 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 mal aujourd'hui, puisqu'ils excluent des gens au lieu d'accepter justement le débat des idées. Donc on va passer à notre dernière question et je souhaiterais qu'on parle d'Europe. Donc Emmanuel Macron récemment parlait de créer des listes transnationales pour 2019 et dans un tout autre sujet, vous êtes récemment dit intéressé par le mouvement fondé par Yanis Varoufakis, DiEM25, donc Democracy in Europe Movement 2020. Voilà. C'est pas grave. Qui vise donc à promouvoir l'idée d'une Europe plus démocratique. Et il était très bien son accent, pourquoi vous avez ri tous là? Ouais, c'est vrai, ouais. Quelle est votre idée sur ce sujet et est-ce que vous pensez que l'avenir des partis nationaux se situe à l'échelle européenne? Et du coup, merci. Alors moi, d'abord, je vous conseille de lire le livre de Varoufakis parce qu'il est formidable ce livre. C'est un vrai roman sur les processus de décision au sein de l'Union européenne. Et le mouvement qu'il a créé il y a 1 an, la DiEM25, il est très intéressant parce que c'est un mouvement qui est un mouvement européen, donc transnational, et qui vise à changer l'Europe et à permettre au peuple de se réapproprier en fait l'Union européenne. Parce que ce qui se passe, pourquoi il y a une crise en Europe? Parce qu'au fond, l'Europe ne respecte plus, non pas les intérêts des États, finalement, ça c'est les intérêts des États. Au fond, les États les défendent très bien à Bruxelles, hein, les Français d'ailleurs les premiers. Mais c'est bien l'intérêt général du peuple européen qui n'est pas respecté. Par exemple, on vient de traverser la pire crise économique depuis 1929, la crise de 2008, et la zone euro au sein de l'Union européenne a été la zone au monde qui a réagi de la manière la plus à la fois inefficace et injuste que l'on pouvait imaginer. Beaucoup plus injuste que ce qu'ont fait les États-Unis, même ce qu'a fait l'Angleterre, qui avait la livre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la zone euro a fait peser sur les plus pauvres de ses citoyens tout le poids de la crise économique. Puisque, en fait, en gros, ailleurs, on avait, pour simplifier, ils ont fait marcher la planche à billets pour absorber la dette. Parce qu'il y a une grosse crise qui est venue des banques, qui n'est pas venue des États. C'est pas la dette des États qui... pardon, je fais une petite digression là-dessus, mais parce que c'est quand même très très important quand on parle d'Europe. Ce dysfonctionnement et cette défiance vis-à-vis de l'Europe, elles ne viennent pas de nulle part, quoi. Les banques sont entrées dans des processus des processus de financement, de financiarisation de l'économie totalement délirants, totalement fous avant 2008, qui ont débouché sur la crise de 2008 un effondrement du système bancaire. Les États ont décidé de renflouer ces banques avec de l'argent public, et sans en demander aucune contrepartie. Et c'est là que le libéralisme est devenu fou.
Donc on a transféré cette dette qui était vraiment à l'origine issue des banques, on a transféré ces dettes vers les États. Donc on a demandé aux contribuables de payer. Mais aux États-Unis, en Angleterre, donc je disais, ils ont fait marcher la planche à billets. Donc une partie de cette dette a été absorbée par cette inflation monétaire qui était nécessaire et indispensable. Et en Europe, malheureusement, les statuts de la BCE, la Banque Centrale Européenne, interdisent de faire ça. Et pourquoi? Parce que les Allemands, vous le savez par leur histoire, sont obsédés par la question de l'inflation monétaire. Et qu'ils ont transmis et imposé cette obsession dans les statuts de la BCE. Mais là, on était face à une crise majeure, encore une fois, la pire depuis 1929. Donc, on était en train de mourir économiquement. Donc il fallait absolument avoir une politique beaucoup plus souple, beaucoup plus accommodante. Et ça n'a pas été rendu possible parce que, justement, il y a eu une fermeture totale des esprits et des dirigeants de la zone euro. C'est ça que dénonce Varoufakis. Et c'est ça que dénonce et que subissent en fait les peuples européens. Que ce soit en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, on a un chômage tellement élevé parce qu'on a des politiques d'austérité au fond. Et c'est ça qui nous tue, économiquement. Donc, il faut changer ça en Europe. Et là, on redonnera l'envie d'Europe aux Français et aux Européens. Donc moi, c'est à ça que j'ai envie de participer parce que je suis très attachée à l'idée européenne, à la construction européenne. Et je crois profondément d'ailleurs que nos problèmes ne viennent pas de l'idée de l'Union européenne. Ils viennent de la manière dont les élites de l'ensemble de l'Europe, les élites de l'Union européenne et les élites françaises au premier rang, servent uniquement leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de l'ensemble des peuples européens. Et c'est ça, c'est en ça que je me retrouve complètement dans ce que dit Varoufakis. Il a l'ambition d'ailleurs et son mouvement, c'est un mouvement où en fait on discute entre Européens. Hein, c'est pas, il y a des sections nationales, mais enfin c'est plus organisationnel qu'autre chose. Mais sinon les décisions, elles se prennent à l'échelle vraiment du mouvement européen. Et c'est ça que je trouve très très intéressant et même passionnant et très important pour résoudre les problèmes de demain. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on va faire un petit jeu très classique. Un jeu très classique, on va vous demander de répondre au tac au tac. Vous allez devoir choisir entre deux propositions. Donc c'est un Fast and Furious. Donc le premier, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pizza ou quinoa? Pizza. Boire ou conduire? Conduire, parce que je bois pas beaucoup en fait. J'aime bien conduire. iPhone ou Wico? iPhone. Uber ou taxi? Taxi. LMPT ou TPMP? La manif pour tous ne touche pas à mon poste. Aucun des deux. APL ou ISF? APL. Google ou Ecosia? Alors, Ecosia, c'est une alternative à Google? C'est quoi? Ouais, alors Ecosia. Voilà. Je suis pas encore tout à fait. Ah oui, on plante des arbres. Vous voyez, j'ai appris un truc. Livre ou liseuse? Livre et aussi liseuse en fait. Parce que la nuit, c'est quand même pratique la liseuse. Camus ou Sartre? Alors, les deux. Moi, je trouve que maintenant, on peut quand même faire la réconciliation entre les deux. Quand même, il y a prescription. Donc, Gainsbourg ou Brassens? Brassens. Mais bon, j'aime bien quand même Gainsbourg aussi. Malraux ou Jacques Lang? Oh,
Non, franchement, les deux, parce que les deux ont été des grands ministres de la culture. Alors, Malraux, comme écrivain, oui, en plus. Mais non, mais Malraux était quelqu'un de... c'était vraiment quand même un immense bonhomme. Et très touchant, d'ailleurs, aussi dans sa vie. Il a une vie très, très compliquée, très dure, avec des drames et des tragédies personnelles. Et ça a été un très bon ministre de la culture. Et Jack Lang aussi, évidemment. Donc, bon, je peux pas choisir. C'est pas parce que Malraux était avec De Gaulle qu'il faut tout jeter, hein, c'est pas, d'ailleurs. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones. NTM ou NKM? NTM. Brigitte ou Michel? Michel. 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 C'est mon côté Beatles. La croix en haut. Voilà. Snowden ou Assange? Snowden. Donald Trump ou Donald Tusk? Donald Duck. Orange is the New Black ou Rocketman? Rocketman. Je sais pas. J'ai jamais regardé Orange is the New Black. En fait, ce sont deux références à Donald Trump. Parce Ah qu'il bon, a été Rocketman avec la Corée, on voulait envoyer des missiles en Corée. Et Orange is the New Black, c'est pas un D'accord. Ok. Légalisation ou dépénalisation? Alors, compliqué. Déjà dépénalisation dans un premier temps, pour après pouvoir faire des légalisations. Mossos ou Guardia Civil? Alors, les Mossos, ce sont, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour la police catalane, et Guardia Civil, donc la police militaire espagnole. Alors, déjà, Mossos, les Catalans, mais pas. Enfin, en tout cas, ce qu'a fait la police espagnole en Catalogne, c'est vraiment un scandale absolu. Hein. Donc Mossos, c'est les Catalans. Voilà. Marine ou marinière? Bon, c'est facile quand même, hein, marinière. Le capital ou Made in France? Les deux, enfin, le capital de Marx, ouais, c'est... Cannes ou Montpellier? Maintenant, je suis à Montpellier, la semaine prochaine. Non, vendredi d'ailleurs, c'est l'ouverture de Montpellier. PS ou PS? Bon. Pour l'instant, je conteste, je reste au PS. Et Philippot ou Filipetti? À vous de dire. Et le dernier, sur Paris ou sur Saint-Germain? Bon, Saint-Germain, avec les... Merci beaucoup pour tout. Et maintenant, on va laisser le public vous poser des questions. Bonjour, madame. Je voudrais revenir sur la... Je voudrais revenir en fait sur la question culturelle et vous demander est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui la culture au niveau étatique et dans les médias que je qualifierais de traditionnels est assez éloignée de la véritable culture produite et écoutée aujourd'hui en France. Je prends par exemple l'exemple du rap qui est la musique la plus écoutée et la plus produite en France et qu'on retrouve absolument pas au niveau étatique et dans les médias traditionnels. Et si oui, comment faire pour retrouver ça? C'est pas tout à fait vrai que le rap n'a pas sa place dans la politique nationale, parce que, notamment grâce à Jack Lang, depuis Jack Lang, qui avait vraiment insisté sur l'importance du rap. Moi j'essayais d'aller à des concerts de rap, de rendre hommage à des artistes, à des rappeurs, et c'est pour moi ça fait complètement partie de la culture d'aujourd'hui, quoi. Enfin, et il n'y a pas une grande culture d'un côté, une basse culture de l'autre, une culture noble, une culture pas noble.
Donc ça, je crois que c'est d'ailleurs le grand apport de Jack Lang au ministère de la Culture. Après, c'est vrai que dans les subventions, si on parle de subventions, les subventions à l'Opéra de Paris, c'est très important, c'est la plus grosse subvention du ministère de la Culture, mais aussi parce que d'ailleurs, les besoins en termes d'équipe, enfin des équipements culturels, on en hérite, et on va pas raser l'Opéra de Paris juste parce que il était à Paris et que c'est de l'opéra. Il faut que ça existe aussi, c'est très important, et moi j'aime l'opéra et j'aime le rap. J'aime les deux. J'ai aucun problème avec ça, et je pense que c'est complètement complémentaire. J'adore la poésie, par exemple. Je trouve que le rap, c'est un lieu où aujourd'hui il y a de la poésie, où on parlait de Brassens tout à l'heure, mais on retrouve Brassens dans certains textes de certains rappeurs. Et voilà, après il y a aussi des choses sur lesquelles il y a plus à redire, mais c'est comme dans toutes les formes d'expression artistique. Il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des choses bien, il y a des choses qui sont pas bien. Mais voilà. Donc je suis, même si en termes de subvention, c'est évidemment beaucoup moins important, si en termes d'équipement culturel ou de lieux d'expression, il y en a moins, mais il faut continuer un mouvement qui a été lancé sous Jack Lang, qui est le mouvement d'encourager justement les lieux de création et de diffusion. Par exemple, vous savez, il y a des SMAC partout en France, et ces SMAC, elles ont aussi pour vocation de contribuer à la création et à la diffusion des musiques qui sont les musiques qu'écoutent aujourd'hui les jeunes. Voilà, donc moi j'en ai inauguré certaines, et j'ai vraiment veillé à ce que le budget de ces SMAC soit préservé. En matière de danse, on essaye de faire en sorte que toutes les formes d'expression artistique, type hip-hop, danse urbaine, etc., trouvent leur place, qu'il y ait des lieux, des centres chorégraphiques qui permettent à ces expressions artistiques-là de s'exercer. C'est très très important pour moi. Moi j'ai une question un peu plus politique. Je me souviens à la primaire de la gauche en 2016, en janvier 2017, vous avez soutenu donc Arnaud Montebourg, qui avait une ligne, à titre personnel, que je trouvais assez proche de celle de Mélenchon, c'est-à-dire une forme de patriotisme économique. Et d'ailleurs, ça rejoint un discours que vous avez eu sur la BCE avec l'inflation allemande qui apparemment ne serait pas en faveur de la politique économique française. Mais donc ma question, c'est vraiment, donc vous vous êtes tous rangés derrière Benoît Hamon après la primaire, sans doute par solidarité. Mais en soi, je me demande vraiment pourquoi vous n'avez pas soutenu Jean-Luc Mélenchon, qui pour moi est en tout cas beaucoup plus proche que d'Arnaud Montebourg que de Benoît Hamon. Il aurait fallu que ce soit une décision collective de retrait du candidat socialiste. Mais ce qui était très difficile, c'est qu'il y avait eu tout un processus démocratique, celui de la primaire, et que si on s'était retiré à ce moment-là, du coup, je sais pas, mais Valls aurait pu être candidat en disant Hamon se retire, donc moi je suis candidat. Et donc, au final, c'est pas forcément les vases communicants. Je veux dire, c'est les 6% et demi qu'a rassemblé Benoît n'auraient pas forcément permis à Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour. Enfin, vous voyez, c'est pas aussi mathématique que ça. Et on aurait laissé un espace aussi à d'autres candidats qui auraient pu, du coup, s'auto-estampiller socialistes, type Valls. Je pense que voilà, c'est ça qui se serait passé. En tout cas, c'est sûr qu'ils ne nous auraient pas laissé amener le Parti socialiste sur un plateau à Jean-Luc Mélenchon sans rien dire. Ça, c'est évident. Quand on voit ce qu'ils ont fait, alors même qu'il y avait un candidat socialiste, c'est-à-dire aller rejoindre Macron, si on avait fait alliance avec Mélenchon, ça aurait été encore pire. Ça, c'est évident. Et je comprends la question, hein, bien sûr, et on se l'est posé la question, hein, c'est sûr, c'est bien entendu. Et c'était très très difficile, hein, très très difficile, pas seulement parce que pour un candidat c'est toujours difficile de se retirer, mais même collectivement, parce qu'il fallait sous-peser tout ça. Donc, mais c'est d'ailleurs, beaucoup de gens ont fait ce calcul à la fin dans l'isoloir. Et au fond, il y a beaucoup de gens qui avaient toujours voté socialiste, qui ont voté Mélenchon ce jour-là, en se disant, finalement, c'est un peu le vote utile à gauche. Donc, d'où le mauvais score de Benoît Hamon, que maintenant les autres utilisent en disant, finalement, il était trop à gauche, c'est pour ça que les gens n'ont pas voté pour lui. C'est pas vrai. Et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré voter Mélenchon dès le premier tour en se disant il a plus de chances que Hamon. C'est toujours des
Et c'est toujours très compliqué ce genre de décision, de dilemme. Voilà. Bonsoir Madame Filippetti, alors je vais vous poser deux questions, une au caractère assez personnel et une au caractère assez institutionnel. Voilà, alors j'aimerais savoir quelles sont vos ambitions politiques futures, notamment peut-être en lien avec le mouvement du 1er juillet qui a été créé par Benoît Hamon tout récemment. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez du projet de la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon avec l'Assemblée constituante. Parce que tout à l'heure, vous avez signifié votre désaccord avec la phrase de Macron qui dit que les Français ont élu un roi et qu'après ils veulent lui couper la tête. Vous avez signifié votre désaccord, et moi, je pense que, en effet, les Français élisent un roi, puisque la Constitution de la 5ème République, elle a un caractère qui offre au président de la République des prérogatives assez fortes quand même, mais il y a quand même un caractère assez monarchique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui explique en partie le dégoût de certains Français, le score élevé de l'abstention. Et du coup, j'aimerais savoir excusez-moi, messieurs, quelle solution vous proposerez et comment vous voyez le projet de 6ème République. Alors, si j'ai donné l'impression que je pensais que Macron n'était pas un roi, c'est que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que les Français veuillent élire un roi. Et que dans l'esprit, on est dans une république, on n'élit pas un roi, enfin, on ne devrait pas élire un roi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas normal que le président de la République se comporte comme un monarque. Ça, c'est absolument anormal. Et donc, le fait que Macron puisse se comparer à un roi est déjà en soi scandaleux. Il ne devrait même pas pouvoir dire ça. C'est quand on y pense, enfin, par rapport à toute l'histoire de notre pays, etc., comment est-ce qu'il ose se comparer à un roi? C'est là qu'il y a un vrai problème. Donc, sur le caractère monarchique, moi, je suis totalement... je trouve ça absolument terrifiant. Et j'étais d'ailleurs... moi, je suis membre fondatrice de la Convention pour la 6ème République depuis 2000 ou 2001, je crois, qu'on avait lancé ça en 2000 ou 2001. Donc, je suis favorable à un régime parlementaire, à ce qu'on donne un vrai pouvoir donc au Parlement et qu'il y a un régime primo-ministériel puisque le Premier ministre est responsable devant le Parlement, etc. Donc voilà, je suis pour un système beaucoup plus décentralisé aussi. Voilà, donc cette dérive monarchique m'inquiète énormément. Donc quand je parlais de la phrase de Macron, c'était parce que j'en suis assez scandalisée en fait. Après, en ce qui concerne mon avenir personnel, mes ambitions personnelles, sincèrement aujourd'hui, le fait de ne plus être dans la politique de parti, ça me fait beaucoup de bien. Et je suis très contente de pouvoir reprendre des activités d'enseignement, de pouvoir aussi avoir une vie qui me permette de lire beaucoup et d'écrire. Et je pense qu'il y a d'autres manières de s'engager aussi politiquement, que juste en se présentant à des élections ou en étant dans un parti et dans des réunions de parti. Donc en ce moment, je travaille plutôt pour l'écriture, pour la réflexion. Et puis ensuite, on verra. Je suis intéressée, comme je le disais, par le mouvement de Varoufakis. J'ai des contacts avec le mouvement de Benoît Hamon, avec son mouvement, même si j'ai pas envie aujourd'hui d'y participer, parce que j'ai envie de participer à un mouvement qui soit plus européen que vraiment national. Mais pour le moment, c'est surtout une période un peu de réflexion et de prise de recul qui, je crois, est assez bénéfique pour moi. Alors bonjour madame, vous avez été chez les Verts. Et j'aimerais vous poser quelques questions à propos de la politique environnementale du gouvernement. Votre vision par rapport au ministre Nicolas Hulot, que ce soit par rapport à ses attitudes personnelles et son acceptation de faire partie d'un gouvernement plutôt libéral, et en même temps de savoir est-ce que aujourd'hui vous pensez que la politique environnementale de Emmanuel Macron répond à l'attente environnementale qu'on pourrait demander d'un pays comme la France avancé technologiquement et au vu des importances majeures que pose ce genre de sujet. Mais pour moi, il n'y a pas de politique environnementale aujourd'hui. C'est-à-dire que, franchement, si on regarde les mesures, là encore,
regardons les faits, jugeons les politiques sur les faits, sur les actes, et pas sur les propos. Parce que le grand talent de Macron, c'est que voilà, il parle, il dit quelque chose, et en même temps, comme il dit, bah, il fait des choses qui sont complètement différentes. Donc, on peut pas dire d'un côté, je suis le défenseur de l'accord de Paris, et puis de l'autre côté, ne rien vouloir faire, par exemple, sur les véhicules diesel, faire des atermoiements, voilà, sur l'agriculture biologique. Supprimer les aides à l'agriculture biologique, c'est tout simplement criminel aujourd'hui. Donc c'est absolument scandaleux qu'ils puissent se dire encore défenseurs de l'environnement alors qu'ils suppriment les aides à l'agriculture biologique. Les atermoiements sur l'interdiction du glyphosate, là aussi, enfin, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a une quelconque incertitude sur la dangerosité du glyphosate. Cette dangerosité, elle est avérée. Les manipulations de Monsanto, les pressions de Monsanto, etc., elles sont avérées. Ça a été révélé même par des scandales révélés dans le monde, etc. Donc, on sait la dangerosité du glyphosate. Donc, refuser l'interdiction ou la reporter, c'est criminel. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a aujourd'hui il y a même un recul très très net en matière de politique environnementale sous Emmanuel Macron. Et je ne sais pas combien de temps Nicolas Hulot va tenir dans ces conditions-là. Ça, c'est après à lui de voir. Mais je ne sais pas comment il peut tenir encore. Bonsoir Madame la Ministre. J'ai écouté très attentivement tout ce que vous avez dit à propos de l'Europe. C'était très intéressant. Vous disiez qu'effectivement, il n'y avait pas assez de politique de relance, qu'il y avait une politique d'austérité qui a été un peu contre-productive par rapport à certains pays du Sud, notamment avec des économies qui sont très différentes, par exemple des pays comme l'Allemagne. Alors, l'Europe sociale, il y en a beaucoup qui en parlent à gauche. Je crois que ça fait depuis 1979 que le Parti Socialiste dit qu'effectivement, il faut une Europe sociale. Il y avait Hollande qui a voulu négocier le TSCG, Tsipras qui a essayé aussi de s'opposer à ce que voulait l'Europe. Vous avez parlé aussi des élites en disant que finalement c'était un petit peu le blocage du problème. C'était la cause du problème finalement. Mais finalement tout ce que vous nous disiez sur la Banque Centrale Européenne, une politique un petit peu ordolibérale comme le veulent les Allemands, finalement ça c'est inscrit dans les traités. Le statut de la Banque Centrale Européenne est inscrit dans les traités, l'absence de patriotisme économique est aussi inscrit dans les traités. Et justement, est-ce que vous ne croyez pas que finalement, une des options possibles potentiellement pour aller vers une politique qui mettrait fin finalement à ce cycle-là économique auquel on a droit depuis environ 25 ans, ce serait peut-être plutôt de remettre en cause justement ces traités-là et proposer peut-être autre chose. Il faudra en passer, oui, par un changement, par exemple, des statuts de la BCE, ça c'est sûr, mais en même temps, quand on s'est battu pour que la croissance soit un objectif de la BCE, au final, si à la tête de la BCE, si à la tête des instances européennes, on n'a pas des responsables politiques qui ont envie de transformer les mots en actes, ben, il ne se passe rien. Donc, se donner comme objectif juste pour l'Europe la renégociation des traités, c'est, à mon sens, finalement, un peu baisser les bras et remettre à très loin, remettre un peu au calendrier grec, des choses qu'on peut déjà obtenir quand même plus tôt. Et par exemple, un plan d'investissement, oui, on peut l'obtenir plus tôt. Par exemple, une politique monétaire plus accommodante, finalement, Draghi, il l'a quand même fait au final, hein, mais on a perdu énormément de temps. Mais il a fini par lâcher un peu du lest. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça va mieux. Ce qui est fou, c'est que la situation économique, elle s'améliore aujourd'hui un petit peu, oui. Mais c'est sûrement pas à cause de la flexibilisation du marché du travail en France que ça s'améliore. C'est juste parce que ça fait 10 ans qu'on vit dans cette crise économique et que, au final, ça commence à aller mieux au niveau mondial, que Draghi a un peu fait couler un petit peu la monnaie et que donc, quand même, on finit par en bénéficier un petit peu. Et si, d'ailleurs, la politique économique de ce gouvernement a un effet, à mon avis, vu la politique d'austérité qu'il est en train de nous faire, Macron, ça risque d'avoir un effet récessif. C'est-à-dire qu'on est en train de casser la petite croissance qui commençait à renaître
grâce à l'amélioration de la conjoncture mondiale. Donc moi, je veux pas qu'on se dise, bien sûr, il faudrait les renégocier, ces traités, etc. En même temps, je veux pas qu'on se fixe ça comme seul objectif. Parce que sinon, c'est dans trop longtemps, c'est trop compliqué, c'est trop bureaucratique. Et il faut aussi qu'on se fixe des objectifs politiques un vrai plan d'investissement, parce qu'on nous a bassiné les oreilles avec le plan Juncker, par exemple, en disant c'est 300 milliards d'euros, ou je sais plus combien, mais au fond, cet argent, c'était pas du vrai argent, c'était pas de l'argent réellement investi dans l'économie, vous voyez. C'était des sommes qui avaient déjà été prévues, etc. Enfin, les entreprises n'en ont pas vu la couleur. Une banque européenne d'investissement digne de ce nom, elle doit, oui, investir sur les industries vertes, la transition énergétique, etc. Voilà, ça, c'est des propositions très concrètes pour injecter de l'argent dans l'économie européenne et sortir des politiques d'austérité. C'est un peu le contraire de ce qu'est en train de faire Macron. Après, moi, ce qui me frappe sincèrement, et ce qui c'est que les responsables politiques de la Commission européenne, mais comme les responsables politiques des politiques économiques en France, ils sont gorgés d'idéologie. Ils nous accusent, nous, d'être des idéologues, mais les idéologues, c'est eux. C'est-à-dire que quand vous lisez les travaux des vrais économistes, mais américains, indiens, européens, enfin, tous ceux qui travaillent réellement sur la matière économique, tous les vrais économistes savent que la zone euro, par ses dysfonctionnements et par son aveuglement idéologique, a aggravé la crise de 2008 au lieu de la résoudre. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le voir parce que ça va contre leurs intérêts personnels, enfin personnels en tant que groupe. Et c'est ça qui est absolument effarant aujourd'hui. C'est que eux disent, et là-dessus vraiment, faut jamais être dupe de ça parce qu'on a un tel bourrage de crâne en permanence sur les ondes là-dessus, mais on nous fait passer, nous, pour des idéologues parce qu'on conteste un certain nombre de choses, alors qu'en fait, voilà, on a en face de nous de très très durs idéologues d'un néolibéralisme qui n'est ni efficace ni juste. À la limite, si c'était efficace pour créer des emplois, mais on pourrait leur pardonner leur injustice, peut-être, mais ce n'est pas efficace. C'est destructeur pour l'économie, c'est destructeur pour la richesse globale. Ça ne sert qu'à enrichir une toute petite minorité de personnes dans le monde. Et pour moi, c'est ça qui ne va pas, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on a finalement affaire aux manettes, hein, mais encore une fois, c'est pas Bruxelles, c'est pas les méchants bruxellois contre les bons français, etc. On a affaire quand même à une forme d'élite qui a privatisé les leviers de pouvoir à son seul profit. Et que ça, c'est désastreux pour l'ensemble des peuples, que ça se paye. En Grèce, ça s'est payé en vie humaine, en suicide de gens qui n'en pouvaient plus, mais ça se paye en gens qui sont jetés sur le carreau dans nos entreprises, dans nos usines, partout en France, partout en Europe, voilà. Et tout ça, à la fin, ça ruine aussi la démocratie, tout simplement. Ça ruine la confiance du peuple dans la démocratie. Puisque si les gens se disent, ouais, mais quel que soit ce qu'on vote finalement, à la fin, qu'on vote Syriza en Espagne, qu'on vote socialiste en France, etc., à la fin, on a toujours les mêmes politiques d'austérité, à la fin, les gens, ils vont plus voter, ou bien ils vont voter pour le Front National, pour l'extrême droite, etc. Et on voit bien que ce problème, il est partout en Europe, en Autriche, en Allemagne, etc. Il y a ce sentiment, finalement, que la politique qui est faite, elle est plus faite au service des gens, pour améliorer la vie des gens, pour aller vers le progrès, mais qu'elle est faite pour, finalement, capter le profit au bénéfice toujours du même groupe, toujours des mêmes. Moi, c'est ce que je ressens d'une manière de plus en plus accrue au fil des années, et plus je côtoie de réalités sociales et de fonctionnement politique, et plus je suis effondrée face à ce creusement monstrueux des injustices et des inégalités au nom d'une vision de l'économie qui n'est prouvée dans aucune théorie, dans aucune analyse sérieuse.
de l'économie réelle. Bonsoir Madame Filippetti. Je remarque que l'Assemblée qui vous écoute est composée à 50% au moins de femmes. Pourtant, aucune question n'a été posée par une femme ce soir, par Alizé, donc dans le public. J'en viens donc au fait qu'il me semble que la parole des femmes en France et dans le monde globalement est assez mise sous une cloche de verre, on va dire. Et puis ça me fait rebondir sur le hashtag Balance ton porc qui a fait des émules ce week-end et encore aujourd'hui. Donc je vous poserai la question simple, qu'est-ce qu'on fait contre la culture du viol ? Alors c'est vrai, je m'étais pas fait la question, il n'y a pas eu de question posée par les femmes ce soir encore ? Non. Bon. Ah. Alors demain soir, je fais une conférence à Sciences Po sur l'éloquence et la prise de parole féminine. Hein. Je vous préviens, il faudra venir, hein, du coup. Mais bon, non, sérieusement, bon alors d'abord sur l'initiative Balance ton porc, moi je trouve ça très instructif, le fait qu'en fait maintenant encore une fois on va jeter la pierre aux femmes qui m'ont dénoncé avec ce hashtag. On dira c'est pas bien, c'est de la délation, etc. En fait, moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé beaucoup de noms qui ont été donnés. Hein. Les femmes qui ont témoigné, on l'ont fait toujours d'une manière très souvent en anonymisant et pour contribuer justement à la révélation d'un mécanisme plus global. Ce qui me frappe quand même, justement à l'occasion de ce nouveau débat, parce qu'on a eu souvent quand même le débat, enfin on l'a eu plusieurs fois, disons, au cours des dernières années. Il y a eu le moment de l'affaire Strauss-Kahn, au moment de l'affaire Beaupin, là il y a maintenant Weinstein. Donc à chaque fois, ce qu'on demande, c'est que les femmes parlent. Donc c'est important que les femmes parlent. Mais enfin, il faut dire que souvent, quand les femmes parlent, on les entend pas, on les écoute pas, et il ne se passe rien derrière. À l'Assemblée en 2011, quand il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, on a parlé, et un certain nombre d'entre nous, on a parlé. Moi, j'ai parlé, je veux dire, je fais partie, je suis pas la seule, hein, on est un certain nombre à avoir dénoncé des choses dans le milieu politique. Mais à chaque fois qu'on a parlé, ça s'est retourné contre nous, au fond. Et c'est nous qui avons été jetés en pâture aux médias, moqués, brocardés, etc. Quand il y a eu l'affaire Beaupin, on a recommencé, on a refait une pétition, un appel. D'ailleurs, moi, j'étais pas d'accord avec le titre, parce que le titre qui avait été donné par le journal dans lequel l'appel a été lancé, le titre c'est devenu « Nous ne nous tairons plus ». Et j'étais pas du tout d'accord avec ça, parce qu'on s'est jamais tues. Les femmes ne se sont jamais tues. Mais la question, c'est qu'on ne les a jamais entendues. Et parce qu'on ne voulait pas les entendre. Donc maintenant, on dit encore une fois, les femmes doivent parler. Donc ça rejaillit de nouveau, ça retombe de nouveau sur les femmes. Il faut quand même qu'on se dise maintenant que la question, c'est comment on fait changer les hommes. Parce que c'est ça quand même l'objectif. Alors j'espère que votre génération, j'ai l'impression, je sais pas, je suis peut-être optimiste de nature, mais j'ai l'impression que votre génération est quand même plus consciente, je sais pas, hein, mais bon, peut-être que vous allez me... Non ? Bon, alors, j'espère. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de faire changer les comportements des hommes. Parce que c'est vrai que quand on est une femme, de toute sa vie, on est finalement obligé sans cesse presque de s'excuser d'être une femme. Ou de se justifier d'être une femme, d'être comme ci, d'être comme ça, d'être habillée de telle manière et pas d'une autre, d'être comme ça. Enfin, on est tout le temps obligé finalement de justifier ce qu'on est. On n'est jamais dans la neutralité. Et vous les hommes, vous avez cette chance d'être dans la neutralité. C'est comme dans la langue française, on considère que le neutre, c'est l'équivalent, c'est le masculin. Et ben voilà, dans la société, c'est comme ça. Ce qui est neutre, c'est masculin. Une femme, elle est toujours trop ceci ou pas assez cela. Et donc, il y a tout un tas de critiques qui se déversent à longueur de temps sur les femmes, qui ne s'exercent jamais sur les hommes. Et c'est insupportable. Il y a la question, évidemment, du harcèlement, mais ça commence... je veux dire, moi, quand j'étais étudiante, j'ai un prof d'université, à l'université à Metz, qui m'a mis 0 à tous mes partiels de l'année. 0. J'ai pas eu la mention très bien à cause de lui.
tout simplement parce que j'avais refusé ses avances. Et je l'ai dit à l'époque, je l'ai dit à la responsable de la formation où j'étais, voilà, je me suis pas du tout tue. Je dis, j'ai eu 0, alors voilà, j'avais des bonnes notes partout, sauf là j'avais 0 en grec, donc elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis bah voilà, il s'est passé ça. Donc j'ai eu mon équivalence, mais j'ai pas vu la mention, et lui il s'est rien passé vis-à-vis de lui. On va dire c'était il y a 20 ans, 25 ans peut-être. Mais ceci dit, ça a continué depuis, et j'imagine qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées, qui arrivent encore de nos jours. Peut-être, j'espère moins, enfin, j'espère qu'il y a à ce moment-là, qu'il y a des procédures qui sont mises en place aujourd'hui. Mais en tout cas, à nous les femmes, ça nous arrive tout le temps. Et c'est pas une question de comment on s'habille, c'est pas une question de savoir si on met des mini-jupes, c'est pas une question de savoir si on est comme ci ou comme ça. C'est toutes les femmes qui sont soumises à ça tout au long de leur vie. Donc, il y a un moment, une prise de conscience qui doit être collective. Et c'est pas contre les hommes, c'est comment on fait concrètement pour que les comportements changent, pour qu'on puisse plus tolérer ça. Et pour qu'il y ait des réactions, quand ça arrive à une femme, et qu'elle en parle, parce qu'elle le dit, forcément, elle le dit toujours à quelqu'un, comment on fait pour qu'il y ait une réaction qui soit collective. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde doit s'interroger. On ne peut pas laisser ça sur la responsabilité des seules femmes, tout seul, en disant t'as qu'à porter plainte. Parce que non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une responsabilité collective et c'est pas la responsabilité de la victime. Mesdames et messieurs, cette première conférence de l'année touche à sa fin, hélas. Je souhaite remercier une nouvelle fois Madame Filippetti d'avoir accepté notre invitation. Et vous nous avez permis de nourrir des échanges très intéressants sur des thématiques différenciées. Je souhaite également remercier l'administration de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour son soutien et toute la confiance qui nous a été témoignée dans l'organisation de cet événement. Merci également à mes chers collègues de l'association des rencontres de Sciences Po Saint-Germain, Alizé et Arnold. Alizé et Arnold que vous avez donc vus sur scène, mais aussi à tous les autres qui ont œuvré d'une manière peut-être moins visible, mais dont l'action doit être hautement saluée. Enfin, merci à vous, cher public, pour votre mobilisation et votre attention durant toute cette conférence. Nous espérons avoir pu solliciter votre acuité d'esprit et de profonde réflexion. À très vite pour une prochaine conférence.